Madame la ministre, bonsoir. Bonsoir Anita. Alors, vous étiez avec le Premier ministre et vos autres collègues ministres vendredi dernier à l'Assemblée nationale pour la présentation de la politique générale du gouvernement. Et justement, nous allons en parler dans cet entretien. Alors, dans sa présentation de politique générale du gouvernement, Madame le Premier ministre a indiqué que sa nouvelle équipe est investie de 2 missions principales. Alors, Madame, voudrez-vous bien nous rappeler ces 2 grandes missions et surtout, que doivent en retenir les citoyens? Merci Anita. Je voudrais vous proposer de mentionner d'abord ce que nous tous devons retenir, puis nous en viendrons au rappel de la mission. Et pour parler de ce que nous devons retenir, je pense qu'il est essentiel de rappeler que nous sommes à un grand moment de l'histoire de notre pays et que qui dit histoire ne parle pas d'une seule personne. L'histoire n'est pas faite par une seule personne, elle n'est pas faite par une catégorie de personnes, elle n'est pas faite seulement par ceux qui sont aux affaires. L'histoire, c'est à la fois ceux qui sont, comme je l'ai dit, aux affaires, c'est tous les Togolais qui aspirent à venir aux affaires, c'est l'ensemble de la population de façon large, la société civile, c'est tout ça, l'histoire d'un pays. Et à ce grand moment de l'histoire de notre pays, je voudrais vous remercier à la TVT de me donner l'occasion de partager avec vous la vision qui anime l'action publique de notre pays. Cette vision a donc été rappelée récemment lors du tout premier Conseil des ministres qui s'est tenu ce 23 août 2024, comme vous le savez, par le chef de l'État lui-même. Alors cette vision a été rappelée et elle inclut un certain nombre de mots-clés. Il faut, pour l'équipe gouvernementale, travailler ensemble, garder en tête l'objectif. Quel est l'objectif à ce stade? C'est la construction d'un pays en paix, d'une nation moderne avec une croissance économique forte et inclusive. Pour ce faire, il y a donc les axes de la feuille de route à l'horizon 2025, mais il y a également un certain nombre de valeurs et de considérations dont nous devons nous nourrir nous-mêmes. L'humilité a été mentionnée, la modestie, la tolérance, l'attachement aux résultats pour atteindre l'objectif de la mission. Et quel est-il? S'il peut être synthétisé, c'est répondre aux aspirations des Togolais. C'est ne pas avoir de repos tant que tous les besoins de nos concitoyens n'ont pas été satisfaits. Je l'ai dit, ça passe par une attention de tous les instants aux résultats, ça passe par une culture de l'exigence de la qualité et une culture de la recherche de l'excellence au service de notre pays. Et est-ce qu'il est nécessaire de revenir sur les notions de patriotisme qui en réalité doivent exister dans la vie de tout le monde? J'ai envie de dire que selon le rappel qui nous a été fait par le chef de l'État, les affaires publiques, c'est essentiellement, si je peux me résumer, une histoire d'amour de son pays. Et lorsqu'on aime son pays, on ne se lasse pas de travailler à son service, on ne se lasse pas de travailler pour les filles et les fils du Togo. Le président de la République, à l'occasion de ce premier Conseil des ministres, a donc invité l'ensemble des membres du gouvernement à considérer que l'appel dans cette équipe est moins un honneur qu'un devoir. Il a insisté dessus, un devoir d'accélérer, un devoir de délivrer des résultats tangibles qui changeront réellement la vie de nos concitoyens. Donc je tenais à faire ce rappel avant de mentionner la mission du gouvernement telle qu'elle a été rappelée dans la déclaration de politique générale et qui, vous avez bien fait de le dire, s'articule en 2 axes principaux. Le premier, c'est la mise en place des institutions de la Ve République. Le deuxième, c'est la poursuite et l'achèvement de la mise en œuvre de la feuille de route 2020-2025. Vous le savez, la feuille de route, c'est 3 axes, c'est 42 projets réformes prioritaires. D'accord. Alors, Madame, justement, parlons de cette feuille de route. Madame le Premier ministre a souligné que la feuille de route est mise en œuvre à 75%. Alors, concrètement, quels sont les secteurs phares où les avancées importantes ont été réalisées pour aboutir à ces 75%? Alors, dans le contexte que nous vivons, ce n'est pas un lieu commun, mais j'ai envie de dire que tous les secteurs doivent être considérés comme des secteurs phares en réalité. Mais déjà, intéressons-nous aux moteurs. Dans la déclaration de Madame le Premier ministre, vous l'avez entendu, le moteur, c'est la hausse des investissements publics.
pour partager des chiffres, on est passé en 2020 de 394,2 milliards de francs CFA à 559,3 milliards de francs CFA en 2024. Lorsque vous regardez ces chiffres, vous retombez sur la notion d'accélération que nous avons mentionnée tout à l'heure dans la vision qui a été rappelée par le chef de l'État. Il s'agit de faire vite et de faire très vite au service des Togolais. Alors, cette hausse des investissements publics qui a donc conduit ces avancées que vous avez mentionnées est traduite également dans la croissance économique de notre pays. Et si nous revenons encore une fois aux chiffres, nous mentionnerons pour l'année 2020 2%, qui sont passés à 6,4% l'an dernier, en 2023, avec une projection cette année 2024 à 6,6%. Ça vous donne une idée de la tendance, de la dynamique, et ça nous met tous d'accord que ces avancées ont été réalisées par le concours de tous les secteurs de façon globale. Maintenant, s'il faut en mentionner quelques-uns sans prétendre à l'exhaustivité, j'ai envie de dire, sans paraphraser la Bible, qu'au commencement est la sécurité. Lorsque nous parlons aujourd'hui en 2024, nous devons nous dire qu'au commencement est la sécurité. Et en matière de sécurité, nous avons, cela a été dit et redit, la loi de programmation militaire qui a contribué à augmenter les capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité. Une fois qu'on a dit ça, il faut tout de suite dire aussi que la sécurité, en tout cas selon la vision togolaise, n'est pas que militaire. C'est pour ça que la réponse togolaise est une réponse multidimensionnelle. L'illustration, c'est le PURS que nous avons vu mettre en œuvre, le programme d'urgence pour le renforcement de la résilience et de la sécurité des communautés. Il a été mis en œuvre dans un premier temps dans la région des Savanes avec un budget prévisionnel de 326 milliards de nos francs. C'est avec satisfaction globalement que cela s'est déroulé et donc vous avez assisté à l'extension récente de ce programme à tout le pays. Je dois dire aussi, en parlant de sécurité toujours, que la sécurité, c'est la proximité. C'est pour ça que vous verrez que désormais, il est prévu et déjà mis en œuvre progressivement la création d'un commissariat de police et d'une brigade de gendarmerie dans chaque commune. Faites le calcul, ça fait 117 de ces unités en plus de ce qui existait déjà, de telle sorte que les forces de défense et de sécurité puissent être proches des populations et pouvoir répondre à leurs attentes. Nous avons besoin de quiétude pour vivre, pour travailler, pour progresser et pour nous développer. Il faut dire que la sécurité n'est pas que cela, elle est aussi juridictionnelle. C'est pour ça que lorsque vous voyez les résultats de la feuille de route, il sera mentionné que des maisons de justice ont été ouvertes dans chaque région de notre pays, toujours dans ce souci de proximité. Alors, si la sécurité est importante, c'est parce que, je l'ai dit, elle permet tout le reste. Elle permet, par exemple, de travailler à améliorer les performances du système de santé. Là-bas aussi, si quelques chiffres peuvent nous permettre de faire une mise en perspective, encore une fois, sans prétendre à dresser un bilan exhaustif, parce que ce n'est pas le moment. En matière de santé, on a vu la construction de plusieurs formations sanitaires, des réhabilitations, l'équipement important, d'importants moyens ont été mobilisés. Récemment, vous avez vu une remise d'équipements dont le montant global dépassait un peu les 19 milliards de francs CFA qui vont être distribués à toutes les structures sanitaires du pays. C'est à la fois là un pas quantitatif autant que qualitatif. Et dans le domaine de la santé, en dehors de la construction, de la réhabilitation et de l'équipement dont on vient de parler, il y a aussi la formation et le recrutement. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette feuille de route, il a été recruté plus de 1200 professionnels dans le secteur de la santé. Il y a la santé de la mère et de l'enfant. Des hôpitaux mère et enfant dans toutes les régions du pays sont en construction, bientôt à réceptionner. Vous avez le programme d'accompagnement de la femme enceinte et de l'enfant WESU. Lorsque vous regardez cela, vous vous dites que ces 75% se sont traduites dans la vie de nos concitoyens par du concret. Vous avez l'assurance pour les élèves qui a enrôlé 900 000 élèves, le programme School Assure. Tout ça, c'est vraiment du vécu, c'est la vie de tous les jours. Pour en revenir toujours, parce que je voudrais que ça soit le fil rouge à la sécurité permet aussi de travailler dans le domaine de l'éducation. Dans ce domaine, il y a eu sur la période plus de 11 000 recrutements
de fonctionnaires dans le domaine de l'enseignement, donc recrutement et formation. Vous avez eu également des projets qui ont contribué à construire ou à réhabiliter des salles de classe. Les chiffres sont éloquents, plus de 4 600 salles de classe. Si tout n'est pas fait, au moins on est en très bonne voie de progresser. 218 000 élèves togolais ont reçu des repas chauds à travers les différents programmes mis en œuvre. Vous avez les instituts de formation en alternance pour le développement que nous appelons familièrement les IFAD. 4 sont déjà construits, d'autres sont à construire. Et donc, j'ai envie de dire que nous progressons ainsi. On a parlé de santé, on a parlé d'éducation comme des besoins vitaux. Le gouvernement continue de travailler à l'inclusion sociale, notamment avec ces 2 mamelles, si vous me permettez l'expression, de la desserte en eau et de la fourniture en électricité. Alors pour la desserte en eau, encore une fois, des chiffres, non pour tout dire, mais pour donner une idée à tout le monde, 2000 ouvrages ont été construits sur la période. Près de 60 000 branchements ont été subventionnés, ce qui a fait passer de 2020 à 2023 le taux de desserte de 60 à 69%. Et je l'ai dit tout à l'heure, la vision a été rappelée par le chef de l'État. La vision, qu'est-ce qu'elle dit? C'est que c'est tout le monde qui doit être pris en compte. Et si tout le monde doit être pris en compte, le chiffre maximal, c'est 100%. Donc lorsque nous sommes à 69%, c'est bien, des progrès ont été faits, mais le travail doit se poursuivre avec sérieux, avec abnégation, sans relâche, jusqu'à ce que nous parvenions à cet objectif de 100%. Il en est de même dans le domaine de l'énergie. Des progrès ont été faits là-bas aussi en matière d'électrification. Nous sommes passés de 50% en 2020 à 69% à la fin du mois de juillet 2024. Il faut là-bas aussi se réjouir de ce qui a été fait et continuer de travailler. J'ai envie de dire, parce que cet entretien est enfermé dans un certain temps, que le plus grand pourvoyeur d'emploi de notre pays, c'est quand même l'agriculture. Ne l'oublions pas. Et que dans ce secteur, les projets, les réformes qui ont été mises en œuvre ont permis l'augmentation de la production agricole, l'augmentation du rendement des cultures vivrières, la mise en valeur de terres. On a parlé de plus de 35 000 terres qui ont été aménagées et mises en valeur. La disponibilité de l'engrais. Vous savez à quel point l'engrais est une matière première prisée et très recherchée par nos agriculteurs. Les actions en matière d'anticipation pour répondre à la demande ont fait que pour ces dernières campagnes agricoles, de l'engrais a été disponible pour les agriculteurs togolais en totalité, couvrant la totalité des besoins à des prix subventionnés, ce qui n'est pas négligeable dans le contexte que nous connaissons. Beaucoup a été fait, quelques exemples ont été donnés, mais que le cap qui est fixé, c'est que les objectifs continuent d'être poursuivis, que les efforts soient maintenus, accélérés pour délivrer effectivement. D'accord. Alors, madame, on a compris donc que, disons que le travail a été colossal. Donc, justement, disons que en parler prendra assez de temps. Mais nous avons évoqué justement la mise en place. L'autre mission, c'est la mise en place des institutions de la 5e République pour cette nouvelle équipe. Alors, madame le ministre, dites-nous comment le nouveau gouvernement, envisage-t-il l'exécution de cette mission-là? Merci Anita. Peut-être juste avant de revenir sur la mise en place des institutions, vous dire que vous demandez de ne pas éprouver de frustration. Dans tous les cas, l'ensemble de mes collègues membres du gouvernement pourra à loisir revenir chacun sur le secteur qui lui est attribué en responsabilité pour pouvoir éclairer davantage l'opinion, partager des chiffres, rappeler les perspectives et en réalité appeler tout le monde à faire un effort commun pour que nous y parvenions parce que c'est nous tous qui sommes concernés. Alors pour la mise en place des institutions, je pense que comment le gouvernement compte s'y prendre, mais c'est simplement en s'en tenant au texte en vigueur. Et le premier repère que nous avons aujourd'hui, que nous en parlons, c'est la Constitution du 6 mai 2024. Elle a fixé un cap dans ces dispositions transitoires, un cap de 12 mois à compter de la date de promulgation. Une fois que ce repère en termes calendaires est défini, eh bien, le fonctionnement des institutions et les mécanismes pour la mise en place également relèvent des dispositions transitoires et finales de la Constitution du 6 mai.
Schématiquement, vous l'avez vu, le tout premier Conseil des ministres qui s'est tenu après la déclaration de politique générale a acté la nomination des gouverneurs de région. Je souris un peu parce que je sais que vous allez me demander pourquoi on n'en a que 5 alors qu'on en attendait 6. C'est pour vous dire que c'est un processus, que c'est en cours, que cela ne saurait tarder et que cela serait d'autant moins tarder que l'un des intérêts de l'instauration des gouvernorats, c'est de permettre aux conseillers régionaux qui ont été élus de s'installer et de faire en sorte que les conseils régionaux puissent commencer à fonctionner. L'intérêt, c'est de permettre de compléter l'architecture, parce que Constitution du 6 mai, régime parlementaire, la composition du Parlement, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat. Pour pouvoir y aller, nous avons forcément besoin des conseils régionaux. Ils vont donc pouvoir bientôt, à la diligence des gouverneurs de région, tenir leur première réunion et être rendus opérationnels. Pour ce qui concerne le gouvernement, il va continuer à prendre les textes qu'il faut et à organiser les élections sénatoriales dans un premier temps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour parachever cette architecture de fonctionnement optimal du régime parlementaire. Une fois que ce sera fait, nous aurons loisir, tous les Togolais que nous sommes, et également l'ensemble des partenaires techniques et financiers, des amis du Togo qui s'intéressent à la vie de notre pays, de voir la mise en place du nouvel exécutif qui comprend un président de la République, un président du Conseil. Alors, Madame le ministre, dès l'entame de cet entretien, vous avez rappelé l'importance de la sécurité. Et justement, dans le contexte actuel, comment le gouvernement compte-t-il prévenir les menaces sécuritaires, lutter contre les vulnérabilités et surtout favoriser la résilience des populations? Alors, je crois que cela a un peu transparu dans tout ce que j'ai dit lors de cet entretien. Renforcer la sécurité, vous savez, dans cette matière, il y a plusieurs postures. Le Togo a choisi de ne pas être uniquement dans la posture du tout militaire et donc, tout en faisant des améliorations dans ce domaine, j'ai cité la loi de programmation militaire, j'ai mentionné la police de proximité, l'installation de brigades de gendarmerie dans toutes les communes de notre pays, donc la proximité. Tout en faisant cela, eh bien, il y a tout l'aspect qui concerne le dialogue communautaire et le renforcement des actions de développement. Le dialogue communautaire à travers, par exemple, des mécanismes comme le CIPLEV, qui permettent que tout le monde mette la main à la pâte en matière de construction, de co-construction de la sécurité. Parce que c'est une affaire de tout le monde. Lorsque vous avez des attaques terroristes dans la région des savanes, nous devons nous sentir dans la maritime, dans les plateaux, dans la centrale, dans la Kara, aussi blessés et aussi meurtris que nos frères et sœurs qui sont sur le champ, à la fois les populations civiles qui en souffrent énormément, mais également nos frères et sœurs, forces de défense et de sécurité, qui sont sur le pied de guerre et qui veillent nuit et jour à ce que ce pays reste intègre en termes de territorialité. Je voudrais me référer à la parole du chef de l'État qui, le 27 avril de l'an dernier, parlait de ne céder aucun espace au terrorisme. Il a pris l'engagement de faire en sorte que le mal ne pénètre pas dans notre pays et je crois qu'il faut rendre hommage à nos frères forces de défense et de sécurité parce qu'ils se battent vaille que vaille pour que cette promesse soit réalisée. Madame le Premier ministre, durant l'exercice, a mentionné que le gouvernement a pris acte du message des populations en ce qui concerne leurs besoins. Alors, peut-être très rapidement, comment le gouvernement compte-t-il, par des actions concrètes, améliorer le quotidien des populations? Alors, l'amélioration du quotidien des populations, ce sera un chantier continu. On a parlé de poursuivre et d'achever les projets et réformes prioritaires de la feuille de route. Cela sera fait de façon, j'ai envie de dire, très méthodique et scientifique avec des outils de suivi. Et cela sera poursuivi, pardonnez la tautologie phonétiquement parlant, mais ce que j'ai envie de dire là aussi, c'est que ce n'est pas que le fait du gouvernement que notre pays se développe. Vous l'avez entendu, c'est une dialectique. Madame le Premier ministre a mentionné le message reçu des populations. Ce message déclenche une action du gouvernement. Il faut qu'en miroir de cette action du gouvernement, il y ait les réactions, le suivi, ce qu'on appelle le contrôle citoyen de l'action publique. Que chaque Togolais se sente responsable de chaque centime des Togolais
qui est dépensé pour améliorer le bien-être de nous tous. Lorsque ce n'est pas fait, il ne faut pas hésiter à en parler, il ne faut pas hésiter à sonner l'alarme pour que nos frères et sœurs également, qui se voient confier des chantiers, qui pour réfectionner une route, qui pour construire un hôpital, qui pour construire une salle de classe, puissent s'appliquer, comme je l'ai dit, aux repères qui ont été rappelés également aux membres du gouvernement, l'excellence, la recherche de la qualité. C'est comme ça que chacun d'entre nous pourra apporter sa pierre à l'édification nationale. Merci beaucoup, Madame le ministre. Merci d'être venue nous expliquer encore une fois justement le contenu de la déclaration de politique générale du gouvernement. C'était le vendredi dernier. Merci et à très bientôt. Merci à vous aussi, Anita. Merci à la TVT.